bonjour tout le monde. C'est bon. On va faire une activité avec nos deux plus grands, qui sont au secondaire, et qui pour leur cours de français doivent travailler le texte argumentatif. Donc on a eu l'idée de faire un petit format de ce qu'on connaît comme des movie fights. C'est un podcast qu'on écoutait dans la famille. Et si on mettait ça en français, on dirait probablement... combat de films. Combat des films, ou... comment c'est bon, ça, combat des films? Comme le combat des clips, mais le combat des films. Et dans le fond, le format de ça, c'est nos participants qui on leur a donné des questions à l'avance pour se préparer, des questions par rapport au monde du cinéma. Et ils doivent se préparer des arguments pour convaincre les juges. On a des juges, je sais pas si tu veux les présenter. Qui sont ma mère Suzanne et papa Bertrand, qui sont avec nous en voyage cette semaine en Colombie et qui vont juger des arguments de leurs petits-enfants, même s'ils trouvent ça bien difficile de juger leurs petits-enfants. Ma mère Suzanne, bonjour. Bonjour. Père Bertrand, bonjour. Ensuite, juste expliquer vite fait le fonctionnement. Donc, il va y avoir 5 questions qu'on leur a données pour qu'ils se préparent. Comment ça fonctionne, je vous présente la question, ils vous présentent chacun leur tour, leurs choix et leurs arguments. Ils peuvent argumenter, contre-argumenter. On va essayer de faire ça dans un bon français le plus possible, mais il reste d'avoir quelques mots d'anglais qui vont ressortir, qu'on écoute surtout les films en version originale anglaise. On va faire le plus gros possible, moi aussi, je vais me forcer. Puis à chaque fin de ronde, on va déterminer là, avec les juges qui gagne le point pour cette argumentation-là. Comme il y a 5 questions, et le but du jeu, c'est de se rendre à 5 points. La première personne qui se rend à 5 points. Donc, ça pourrait arriver que quelqu'un gagne les 5 rondes, et à ce moment-là, ça serait terminé. Mais sinon, quand on arrive à la fin des 5 questions, on a une ronde éclair. Qu'on expliquera à ce moment. Qu'on explique à ce moment-là? D'accord, je l'expliquerai plus tard. Okay. Donc, commençons par présenter nos combattants aujourd'hui. Commencer par la plus âgée, Malika, qui est présentement en secondaire 5 sur la route à travers le monde. Malika, tu peux te présenter. Bonjour. C'est ça, t'arrives à bonjour. Et Nando en secondaire 4. Bonjour. J'ai pas vraiment d'idée de voici moi. J'aime la musique, le cinéma. Fait que ça, c'est quelque chose qui aide quand tu fais un movie fight. Ouais, ça rend les devoirs plus intéressants aussi. Ouais, vraiment. Ouais. Quand c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, commençons tout de suite avec la première ronde, le premier combat. Et la question que je vous ai donnée. Bon, je vais pas le faire. La question que je vous ai donnée, quelle est la meilleure famille de films dont vous voudriez faire partie? Donc, je vais commencer avec Nando tout en face de moi. D'accord. Donc, la famille que j'ai choisie vient du film Encanto. C'est la famille Madrigal. Vous connaissez peut-être le film avec la chanson We Don't Talk About Bruno, qui a été vraiment très virale pendant un certain temps. Mais j'ai choisi cette famille, en gros, dans le film, c'est une famille qui devait s'enfuir à cause de la guerre et dans un moment qui pensaient qu'ils ne pourraient pas y survivre, ils se sont fait donner un miracle. Fait qu'en gros, c'est une petite bougie la bougie a comme eu un miracle puis ça leur a donné un refuge et une maison et à un certain âge, chacun des membres de la famille se font donner un pouvoir. Donc, déjà, un avantage de faire partie de cette famille-là, c'est que la maison que le miracle leur a inventée, elle est soi-disant vivante. Donc, ce que ça fait, c'est que tu as le contrôle sur ta maison, tu peux lui parler, lui demander ce que tu veux qu'elle fasse et elle va t'écouter. Donc, par exemple, si tu veux transformer ton escalier en glissade, de tasser les tuiles pour descendre en bas, c'est possible. Si tu veux transformer ton mur en étagère, tu peux le faire. Nando pour l'instant, Trop de détails pour le moment. On fait juste présenter. Là. OK. Et aussi la possibilité d'avoir un pouvoir qui est assez intéressant. Ce qu'on veut, pour commencer à présenter la réponse, c'est juste nous dire bon, ça vient de tel film. La famille, c'est ça qu'elle a de spécial, c'est pour ça que je pense que c'est un bon choix. Mais le reste, on va les détails vont être après. OK. Quand on commence.
Sorry. C'est pas grave. Désolé. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui est important de savoir mettons, c'est ça, avant ben, que tu nous argumentes ça? C'est ça, d'avoir la possibilité d'avoir un pouvoir. On comprend que c'est Vraiment jamais intéressant. c'est fait. Et aussi que c'est un film Disney, donc tu peux t'en aller en chanson un petit peu n'importe quand pour exprimer tes sentiments, ce qui est assez cool selon moi. D'accord. Fait qu'on va, c'est ça, avec Monica aussi présenter en gros. Moi, j'ai choisi la famille comment tu dis ça? Weasley. Ouais, Weasley. C'est la famille dans Harry Potter avec Ron Weasley, les jumeaux blagueurs. J'ai choisi parce que c'est la famille, je trouve que c'est une des familles les plus aimantes de leurs enfants. Puis en plus, c'est dans un monde plein de magie. Tu peux avoir une baguette magique puis faire partie de l'école de Poudlard, ce que je trouve vraiment le fun. C'est ça. Là, Nando, tu peux aller plus en détail là, dans tes exemples. Comment les temps? 1 minute 35. On joue pas du temps. Donc c'est ça, le fait que la maison soit vivante te permet d'avoir un contrôle total sur comment tu veux que ta maison existe. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux créer des nouvelles pièces, tu peux lancer ton linge derrière toi et le plancher va déplacer le bac à linge. En gros, tout ce que tu veux faire ou ce que tu as besoin de faire avec ta chambre est tout géré par la maison, ce que je trouve assez efficace. Et les pouvoirs, comment ils sont donnés dans ce film-là, c'est le pouvoir que le miracle te donne se base sur ta personnalité. Donc moi, ma personnalité est surtout basée sur, par exemple, la musique, les films, etc. Donc d'après moi, je pourrais avoir un pouvoir comme basé sur la musique ou les films, ou en tout cas quelque chose de même. Donc ça me permettrait de, ce que j'aime déjà, le rendre encore plus poussé parce que j'ai une habilité qui me permet de vraiment en profiter. Puis en étant dans un film Disney, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique. Et dans la plupart des films Disney, les personnages chantent souvent. Donc, je risque d'avoir beaucoup d'occasions de m'en servir à bon escient. Là, Monica, tu peux contre-argumenter ce que je pense que ça serait plus logique donner des que arguments. je donne les arguments, puis qu'après Nando contre-argumente, moi je contre-argumente. En tout cas, Comme ça. Fait que la famille Weasley, je l'ai choisie parce que selon moi, c'est une famille tellement aimante, même s'ils n'ont pas grand-chose dans la vie. Comme on peut le voir dans les films, il y a toujours de la nourriture sur la table. Molly protège toujours ses enfants, peu importe la situation. Puis elle accueille n'importe qui, comme on peut le voir dans les films, comment elle accueille Harry sans question dans sa maison. La maison, en parlant de la maison justement, le terrier, c'est une maison qui est vraiment très grande. Elle a plein de places, elle est très, je sais pas comment dire ça en français, homie. Chaleureux. Ouais, chaleureux, ouais. Une maison très chaleureuse. Ils ont des très bonnes valeurs, donc le courage, la générosité, la loyauté. Puis moi, depuis que j'ai vu Harry Potter, j'ai toujours rêvé d'avoir ma lettre à 11 ans que je suis admis à Poudlard. Fait que ça serait vraiment nice de pouvoir vivre ici. Ils ont même Molly, elle montre tellement d'amour envers ses enfants. Elle a même une horloge avec chacun des membres de famille comme aiguille qui montre où est-ce qu'ils sont, s'ils sont en danger, ce que je trouve quand même très, très intelligent. Juste pour le petit peu fort, Ok. reste. Ouais, donc, ok, on peut aller voir si tu as des Ok, moi, le fait. Ok. La famille Weasley dans les films de Harry Potter est une famille avec des très bonnes valeurs et tout ce que tu as dit, c'est effectivement vrai. Mais le problème, c'est que pour certains sorciers ou familles de sorciers qui sont vraiment axés vers avoir un sang pur, vont penser à la famille Weasley comme honte à son sang. On voit certaines personnes parler de ça dans les livres ou dans les films d'Harry Potter. Donc, faire partie de cette famille-là peut te rendre victime d'intimidation. Par exemple, le personnage Drago Malfoy est tout le temps en train d'agacer,
d'insulter Ron par rapport à sa situation de famille. Donc je pense que ça pourrait être un problème de faire partie de cette famille-là. Alors que la famille Madrigal, dans le film Encanto, c'est la famille au centre du village et tous les habitants adorent la famille, tout le monde les aime, tout le monde aimerait ça faire partie de cette famille-là, donc je sens que je serais beaucoup plus appréciée par certaines personnes dans ce village. La famille Madrigal, c'est bien beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas aussi facile. Parce que quand j'ai vu le film, honnêtement, la première fois, j'étais comme « Ah, yeah, un film, des super pouvoirs, une famille super cool ». Mais après ça, quand je l'ai réécouté, je trouve que la famille est un peu toxique, honnêtement. Par exemple, Mirabelle, qui est traitée vraiment différemment parce qu'elle a pas de pouvoir. Sa sœur Isabella, elle l'intimide carrément parce qu'elle a pas de pouvoir. Tout le monde lui dit lui dire qu'elle est spéciale comme tout le monde, mais sans le montrer à Mirabelle, ça vaut rien, selon moi. Puis aussi, mettons, par exemple, Isabella, qui est l'enfant parfait, Abuela, qui a décidé que Isabella était parfaite, puis elle lui arrange un mariage, mais Isabella, après, on se rend compte qu'elle ne veut pas du tout se marier avec cette personne-là. Par exemple, qu'ils sont surtout estimés selon leur pouvoir, moins par leur personne. Je trouve que c'est pas par exemple, Isabella, justement, c'est pas Isabella, c'est les fleurs qu'elle fait qui est très plus important. C'est pas Dolores qui est importante, c'est ce qu'elle entend. Par exemple, c'est pas Louisa qui est importante, c'est comment elle soulève les choses, elle met les hommes dans l'enclos, puis elle reconstruit les maisons. Fait que, peut-être une dernière chose à dire à propos de ça. Je vois ton point, mais c'est un petit peu le cas dans la famille Weasley, parce que, mettons, voir les jumeaux Fred et George au travers de l'écran ou au travers des pages de ton livre, ça a l'air assez drôle, des frères faire ça, youpidou, mais en fait, faire partie de cette famille-là et avoir ces deux jumeaux-là comme frères doit te rendre un petit peu parano, parce que dans la maison, ils testent plein de nouvelles farces qu'ils peuvent créer et peuvent être des fois dangereuses, comme par exemple dans le 4e livre, je pense, en tout cas, il crée des bonbons qui font en sorte que tu peux ne pas aller en classe parce que ça te fait saigner du nez ou ça te donne de la fièvre. Alors, tu vois n'importe quelle nourriture traîner ou n'importe quelle baguette, qui peuvent des fois être des fausses baguettes, ça doit faire un petit peu peur. Et un des frères nommé Percy Weasley dans les films se vire contre sa famille et tu vois du côté du ministère et contre sa famille, et je pense que il y a aussi des problèmes dans cette famille-là. Je vais essayer de vous aligner sur quelque chose. Bon, là on a parlé des deux familles, qui y a dans les familles aussi, mais donc pour donner votre dernier closing statement en français, un argument final. Un argument de fermeture, si tu veux, pour terminer ton point, j'aimerais ça que parlez pas des personnes qui sont dans la famille, mais comment vous, en tant que vous, parce que vont faire partie de cette famille-là, qu'est-ce qui fait que vous, en vous intégrant dans cette famille-là, est mieux que dans celle de l'autre personne? OK. Donc, la dynamique de famille dans la famille Madrigal, ils ont tous des pouvoirs qui les complètent l'un l'autre, dans le sens que n'importe quel problème que tu peux avoir, par exemple, la mère fait des arrêts qui peuvent te soigner, alors cette personne-là... en tout cas, chacun des personnages ont un pouvoir qui permet de régler n'importe quel problème que tu peux avoir. Donc, moi, en étant dans cette famille-là et avec mon pouvoir, je suis presque certain que je peux aider les autres. C'est vraiment le but de cette famille-là, c'est d'entraider les autres dans tout le village. Donc, d'après moi, ça pourrait être vraiment une bonne dynamique de famille de moi être là-dedans et aider les autres. Je pense que ça pourrait être vraiment agréable. Alors que être dans la famille Weasley, comme tu disais tantôt,
avoir vrai des Georges comme frères et sœurs, ça me ferait un petit peu peur. Ouais, mais Fred et George, à moins que ce soit intentionnel, ils laissent pas traîner leurs choses de même. Puis ils laissent pas des bonbons, comme tu dis, de fièvre traîner, ils les vendent. Puis ils disent ça fait ça. Faut qu'ils laissent. Mais mettons qu'on les élèves. Ouais, je sais, je voulais ton juste argument final en fait, justement, tu parles de super pouvoir. Mais avec une baguette magique, tu peux faire tout ce que les membres de la famille Madrigal peuvent faire. Ben, avec un Avec certain la magie. niveau de pratique, là, ça peut prendre plusieurs années. Ben, alors que là, le même- pouvoir, tu te le fais donner comme ça avec un miroir. Ouais, mais même avec la famille Madrigal, faut quand même que tu pratiques ton pouvoir pour que tu sois de plus en plus fort. Puis t'en as plus un. Alors que dans la famille Weasley, tu peux utiliser ta baguette magique pour faire ce que tu veux. Pour les prochains, l'argument final, c'est pas du back and forth, c'est pas. Désolé. On essaie juste de. Faites-moi plus un petit résumé de vos arguments pour faire comme ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Juste, parce qu'on l'a pas toujours pas vraiment fait. Juste en quelques mots, donne-moi, Malika, je pense que c'est la meilleure famille pour telle raison. Alors, je pense que c'est la meilleure famille parce que c'est une des familles les plus chaleureuses dans le monde du cinéma. Il y a de la magie. Tu peux faire ce que tu veux avec de la magie. Voyons. C'est correct. C'est ça. C'est ça. C'est ça, C'est bon, d'accord. Ok. Ouais? Ouais, ok. Donc, c'est ça, ramener mes arguments, famille avec des pouvoirs, qui est vraiment intéressant pour moi, être dans un village autant chaleureux qui aime autant la famille que ça, donc, et avoir une maison qui écoute tout ce que tu veux qu'elle fasse et pouvoir changer ta chambre à ton goût et ta maison à ton goût et avoir tous ces membres de famille-là qui peuvent se compléter l'un et l'autre avec leurs différents pouvoirs. Donc, on a bien entendu tous les arguments. On pourrait aller voir nos juges, voir quelles sont leurs impressions. On dit qu'ils sont vraiment excellents, Ah, ces ça va. deux, vraiment, mais j'irai avec Malika. Est-ce que tu veux élaborer le pourquoi? Ben, sa femme m'a pas mal convaincu que sa famille était une famille qui tient compte de chacun des membres et qui en prend soin. À tout d'abord, je pense qu'on a 5 questions. Oui. Ça, c'était la première. Eh oui. À mon avis, tous les deux, c'est trop long. Oh, c'est trop C'est long. vraiment trop long. Puis Ouais, mais c'est pour comme faire ça, une petite oui, face, ouais. là, pour ressembler à votre père, ça peut pas bon sens. Alors, tous les deux, essayez de synthétiser un petit peu plus. D'accord. Puis pour le point, je comme Suzanne, j'y vais avec Malika pour ses arguments de contre-attaque. Sur la présentation des deux films, c'était vraiment super les deux. Mais c'est sur les arguments les détails du film de l'autre, j'aimais mieux ceux de Malika que ceux de l'autre. Ok. So, je pense que j'aurais été dans le même sens, même si là, on n'a pas besoin d'égalité, mais quand même, d'une fois à l'autre, je dirais que quand vous donnez des contre-arguments, ça fait penser, ah ben oui, c'est vrai, ah ben oui, c'est vrai. Fait que c'est vraiment proche. Puis c'est des familles qui se ressemblent avec la magie Ouais. et tout ça. Fait que, oui, il y a beaucoup de points communs quand même. Nous voici pour la ronde 2. On a demandé aux enfants quelle personne réelle qui existe dans la réalité ferait un excellent film biographique sur cette personne qui n'a pas encore déjà de film fait sur elle. Et on voudrait que vous nous parliez de ce film qui pourrait être très bon. On va commencer avec Malika. Moi, je vais vous parler de Laurie Erica Kennedy, a.k.a. Becky Sue Turner, a.k.a. Kimberly Maria... Voyons, j'ai oublié son nom. Maria McLean. Donc, un peu... C'est pas Laurie Erica Ruff.
Ruff, c'est quand elle s'est mariée avec Blake Ruff. Bon, d'accord. Beaucoup de noms. On va l'appeler Erika. Ouais, on va le Laurie. Triple Agent. C'est bon. Pendant que je vais parler. Non, triple agent. Donc, en gros, c'est une femme qui s'est suicidée en décembre 2010, la veille de Noël. Puis son mari, à sa mort, quand il fouille sa maison, il découvre une boîte avec plein de documents mystérieux, avec un certificat de naissance d'une fille qui s'appelle Becky. C'est ça, Turner. dans les détails. C'est ça. C'est que on parle de quelqu'un qui a peut-être une double identité. Triple identité. Identité. Bon, ouais, c'est ça c'est une personne. On va regarder ça plus. C'est plus simple. Ta réponse. Moi, en pensant à quelqu'un qui ferait un bon film dessus et qui est assez connu, je pense à Jim Carrey, un acteur canadien qu'on connaît dans plein de films comme Menteur, Le Masque, Ace Ventura, Dumb and Dumber. Et dans sa vie, Jim Carrey, il n'était pas riche au départ. Il est vraiment parti de rien à sa carrière énorme des dizaines de films qui ont tous fait plein d'argent et qui a parti de rien pour se rendre à là en étant été humoriste pendant un certain temps pour se rendre ici. Je pense que c'est quand même une histoire qui est assez intéressante. Mais les gars, si tu veux aller plus en détail de ton film biographique. Ok. Donc, comme je l'ai dit, Laurie, on va appeler Erika parce que ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Erika. Donc, comme je vous ai dit, elle s'est suicidée en décembre 2010 à la veille de Noël. On va remonter en début des années 2000. Erika déménage au Texas après avoir fini ses études diplôme en administration des affaires. Elle rencontre Blake en 2003 et elle se marie, Blake Ruff en 2003 et elle se marie avec en 2004. Ils s'achètent une maison au Texas, ils essayent d'avoir un enfant. En 2008, ils réussissent avec une insémination in vitro après plusieurs essais. C'est une petite fille du nom de Laurence. Erika est vraiment mère poule, mais vraiment mère poule. Elle refuse que personne la prenne dans ses bras sauf elle. C'est juste elle qui peut la prendre dans ses bras. Même Blake ne peut presque pas la mettre dans ses bras. Et les parents de Blake. Quand Erika se fait demander par Blake sa famille, elle est où? Elle dit que ses deux parents sont morts, qu'elle vit d'Arizona et qu'elle n'a aucun frère et soeur, puis elle ne peut jamais élaborer sur le sujet. C'est ça. En 2009 et 2010, il y a beaucoup de... Il y a peut-être un peu trop de détails sur la vie, mais parle-nous de pourquoi c'est intéressant pour un film? Parce que c'est une femme vraiment mystérieuse, elle veut jamais rien dire sur son passé. Puis en 2010, quand elle se suicide, on découvre une boîte dans son garde-robe. Puis on découvre un certificat de naissance d'une fille qui s'appelle Becky Sue Turner. Et les enquêteurs découvrent que c'est une petite fille qui est décédée de 2 ans, qui est décédée dans un incendie dans les années 70. C'est pas elle. Donc, ils découvrent qu'elle a pris cette identité-là pour, ils savent pas encore quoi, mais elle a réussi à avoir un numéro de sécurité sociale avec ce nom-là. Donc, ça allait effacer toute trace de son identité avant. Donc, les enquêteurs effacent un mur jusqu'en 2013, quand une madame, du nom de famille Fitzpatrick, qui est en généalogie médico-légale, qui prend l'ADN de Erika et de sa fille pour essayer de trouver un cousin quelconque dans l'arbre de famille. Ça lui prend jusqu'en 2016 pour trouver quelqu'un. C'est trop long. Ben là, c'est
c'est long Mais comme parce que histoire. Il faut que ça synthétise. Il faut que tu nous dises parles en pourquoi fait. ça va faire un Parce que bon ça, je veux film. dire, là, bon, Il faut bien que je raconte l'histoire. ben, on n'a pas besoin de tous les Pas les détails. dates puis les Parce que motivations. c'est ça Ouais. qu'on veut. On veut le punch. Pourquoi Fait ça que là- fait un bon film? Qu'est-ce qu'elle a là? Qu'est-ce que c'est qui? Parce que là, il y a eu voyons, Le cousin. le cousin, quand il se fait montrer la photo de Erica, il s'écrit Oh my god, it's Kimberly. Kimberly, c'est une fille disparue depuis les années 80 qui a disparu comme du monde. là. Fait que c'est quelqu'un qui est disparu volontairement Ouais. puis qui s'est créé une autre identité. Pourquoi ça va faire un bon film? Ben, parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache juste à la fin que c'est justement une personne disparue. Puis ça serait intéressant parce que c'est plein de rebondissements, un fond de mystère. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui intéresse beaucoup les gens. Ouais. Bon, on va laisser Nando expliquer. Ça va, On ok. fait, puis après ça, on va revenir là-dessus. Ouais. Donc, avant que Jim Carrey soit un acteur, sa famille. Ok. Sa famille était assez pauvre, donc il a travaillé. Il a quitté l'école à 15 ans, ou à 14 ans, en tout cas, 15 ans ou 14 ans, pour devenir concierge dans une école. Et il a fait ça pendant 1 an pour récupérer de l'argent pour sa famille parce que la famille était pauvre. Puis, il faisait un petit peu de comédie à part pendant ce temps-là. Et à un moment donné, les gens l'ont vraiment apprécié pour les faces qu'il faisait et les imitations qu'il faisait. Et il a pu réussir à faire en sorte qu'il est capable de vivre en étant un humoriste. Donc, ça l'a permis de faire vivre sa famille, mais il voulait aller faire des films, aller encore plus loin dans sa profession. Donc, il a amené ses imitations à l'écran, ce qui a donné des rôles vraiment connus, comme j'ai dit tantôt, The Mask, Menteur Menteur. Il a joué dans des films connus comme A Christmas Carol ou Comment le Grinch a volé Noël. Et il a aussi, non seulement il a fait des films, il a été humoriste, il a eu une enfance difficile, ce qui est intéressant à voir comment il est parti de son enfance difficile jusqu'à où il est maintenant, mais il a aussi un intérêt pour l'art, la sculpture, les caricatures qu'il a mis sur Twitter pendant le confinement. Donc, c'est vraiment une personne qui a plusieurs intérêts différents dans toute une vie, qui a fait vraiment plein d'affaires connues et intéressantes. Et ça serait intéressant de voir chaque partie de sa vie, comment elle s'est déroulée pour qu'il se rende à la personne qui est maintenant. Et puis, bon, toi, on parle plus d'un film biographique typique, qu'on part de ses débuts pour voir comment il grimpe les échelons, de ce qu'il fait, tout ça, pour arriver où ce qu'il est maintenant. Ouais. Plus un peu plus biographique typique. Toi, Oui. plus comme un film monté, style avec d'action puis des mystères comme ça. Fait que si vous pouvez peut-être prendre le temps de vous poser des questions à vous, ou en tout cas pour vous dire pourquoi vous pensez que l'autre film est moins intéressant que le vôtre. C'est ça que je veux savoir. Ben, ok. Selon moi, Mais quoi, je le dis, C'est correct, vas-y. Ok. Selon moi, le style de film où que tu penses, c'est dans le true crime, tu sais, les criminels en série, le vol d'identité, que c'est ça que ton personnage fait. On l'a revu et revu et revu, des podcasts, des films, des séries. C'est un concept qui a été vu plein de fois et selon moi, ça commence à être redondant. Et non seulement ça, mais on voit dans ton film qu'elle vole une identité plus tard, mais on n'a aucune idée pourquoi. Parce que dans l'histoire de Harry machin, là, on sait pas quoi dans son enfance il a donné envie de s'enfuir puis de changer d'identité puis tout. Il nous manque une partie de l'histoire pour rendre ça un film intéressant. Ben ça c'est de la fausse information parce qu'on sait pourquoi elle est partie de chez elle. Elle s'est enfuie parce qu'elle s'entendait pas avec son nouveau père, son beau-père. Ben, Il y j'avais avait pas mentionné ça. beaucoup de chicanes. Fait elle a juste dit à sa mère un jour, je m'en vais, essaie pas de me retrouver, bye, puis elle est partie. Puis tu dis que c'est redondant, mais ça aussi c'est redondant, une histoire d'une personne qui a une enfance difficile puis qui s'en va faire quelque chose de très, comme un acteur justement, il y en a plein aussi.
ce qu'on a vu souvent, c'est pas vraiment des films sur un acteur. Ça, c'est complètement un monde différent. Les films qu'on a beaucoup vus dans les dernières années, c'est des musiciens qui deviennent, par exemple, un film sur Queen, un film sur Beatles, un film... C'est surtout des musiciens qu'on a vus. Je connais peu de films qui sont vraiment, pas un documentaire, mais vraiment une biographie en film, tu sais, sur un acteur. J'en connais peu. C'est vraiment un monde différent qu'on explore. Ok. C'est bon? Bon, pour que ça aille plus vite là-dessus, on va terminer. Vous pouvez donner votre dernier argument final là, pour vendre votre point. Puis, dis-moi donc qui vous pensez qui pourrait jouer votre personnage principal? Et Boboy. Ok. Pas pensé. Si vous pas besoin de me donner un nom, mais juste me décrire un peu quel genre de personne faudrait que ce soit personnage principal. Tu veux commencer? Ben dans le fond, moi je pense que Erica est plus intéressante parce que c'est une histoire qui a tellement de mystères autour, qui est pleine de rebondissements, qui a l'air presque fausse, on aurait dit un film, et que ouais, de mieux qu'une histoire, qu'on aurait dit un film que c'est que ça, qui est une histoire qui est pas un film. Je sais pas si ça fait du sens. Puis, comme personne que je verrais pour jouer ce rôle-là, c'est une actrice qui serait un peu. Qui joue des rôles de femme un peu folle, parce que Erica était très paranoïaque, fait que un style un peu. Qui a l'air folle un peu. Ouais, qui a l'air folle. Peut-être Helena Bonham Carter. Ouais, genre. Ah ouais, belle actrice. Belle actrice. Ouais, d'accord. Nando. Ok, donc c'est ça, un film, un monde différent qu'on n'a pas vu tant que ça depuis que le style de biopic est vraiment recherché. Et quoi de mieux qu'un acteur comme Jim Carrey de prendre pour rendre un film comme ça intéressant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien puis qui a fait toute cette carrière-là énorme, en plus d'avoir un intérêt pour d'autres affaires comme l'art et la sculpture, qui peut être plusieurs aspects différents à regarder. Et un acteur / actrice qui pourrait être intéressant, en gros sur les réseaux sociaux, on a vu une fille qui ressemble exactement à Jim Carrey, qui fait des imitations de Jim Carrey sur les réseaux sociaux. Alors ça pourrait être vraiment intéressant de prendre une fille pour faire le rôle d'un gars qui ressemble exactement à cette personne-là, mais si cette personne-là est pas intéressée à faire des rôles au cinéma, Bill Hader pourrait être un bon personnage, qui joue souvent dans Saturday Night Live, qui a beaucoup de range et qui est assez humoristique. C'est bon. Fait que on va conclure avec ça. Ouais. Ben, Jim Carrey, je peux jouer maintenant, mais peut-être pas. Ouais, c'est ça serait un petit peu. C'est bon. Fait qu'on va aller voir nos juges pour ceux, si vous voulez, Bill Hader, là, c'est lui ici. Donc, pardon, Il joue dans Brooklyn Nine-Nine aussi, il fait. Donc, directeur si vous trouvez qu'il ressemble un peu à Jim Carrey, ou si ce serait un bon choix. Donc voici Jim Hader. Ouais, je pense C'est que pas la Jim fille, Hader, La c'est fille, elle Bill. ressemble Hader. énormément. Ouais. Qui? La fille. La fille. Ouais. Ok, donc les C'est juges. quoi son nom, la fille? Je sais pas. Fact check. Et Boboy. OK. Ben, moi, je pense que en partant dans l'école, tu t'es pas aidé en choisissant une femme qui avait tant de détails dans son histoire. Ouais, c'est ça qui fait Tu étais obligé pour nous la présenter de nous donner beaucoup de dates, beaucoup de. C'est son histoire, c'est pas de ta faute, c'est ça l'histoire. Mais par contre, ça a fait que la présentation était un petit peu embêtante à suivre. D'autant plus que moi, je connais pas le film. Puis, j'ai trouvé dommage que tu commences par le décès. Ta première phrase, c'est « est décédé ». Ouais. Ça aurait dû être là-dedans. Ok. De l'autre côté, toi, Nando, c'était plus facile. Jim Carrey fait bon choix. C'était plus facile parce que tout le monde en connaît. Tout le monde a su que c'était. Mais par contre, tous les deux, on a eu de la misère à savoir pourquoi ce serait un bon film. Tout à fait. Tu sais, c'est une belle histoire. C'est un bonhomme qu'on connaît beaucoup. Mais pourquoi eux autres feraient un bon film? Pourquoi un film au lieu de lire l'histoire? Ouais, ok. Donc, considérant les arguments qu'ils ont donnés ou pas donnés, qui aurait le point dans celle-là?
Donc, on va le donner à Nando parce que le choix a fait que c'est un peu clair de voir comme. Ma mère? Ben, moi, j'irais plus voir le film de Malika que celui de Nando. C'est correct. Ok, C'est un argument. parfait. C'est un argument. Ben, oui, Absolument. c'est ça. C'est ce que tu ça, préfères. la subjectivité de la chose, puis c'est bien correct. Ouais. Donc, tu donnes le point à Malika. Ouais. Donc, je vais devoir briser l'égalité. Dans mon cas, je vais pencher plus du côté de Nando. Parce que, justement, ça a été très difficile. J'ai pas réussi, Malika, à te faire sortir qu'est-ce qui rend cette histoire-là fascinante à voir en film. Puis, Nando était capable aussi de te dire, de te pointer comme le défaut un peu de l'histoire du fait que c'est beau du mystère, mais on n'a pas assez de réponses au final pour que ça devienne peut-être intéressant parce qu'on sait toujours pas, tel est décédé, ils ont trouvé la boîte, ils ont sorti ça, ok, mais elle ne pourra jamais répondre aux questions, fait qu'on peut juste faire un film avec des spéculations de peut-être ce qui s'est passé. Fait qu'en tout cas, j'ai plus l'impression qu'il a été capable de trouver un défaut plus à ton argumentation que toi à la sienne. Donc je vais donner le point. Bon, de retour pour la troisième ronde. Maintenant, la question qui a été posée. Meilleur film tiré d'un livre pour enfants. Nando? D'accord. Donc, le film que j'ai choisi, un film joué par Jim Carrey, la personne que j'ai choisi dans ma dernière question, le film Comment le Grinch a volé Noël. Le film des années 2000 qui était avec des vraies personnes, non pas les films animés ou en dessin animé plus vieux, là, vraiment avec des vraies personnes. C'était. De base, c'est un livre de Dr. Seuss, qui est un auteur vraiment connu, puis c'est un livre de Noël, donc ça a souvent une bonne morale et ça a l'esprit de Noël qui est assez intéressant à voir. Et ça a eu beaucoup de prix et d'argent, donc c'est ça. Moi, j'ai choisi James et la pêche géante, un de mes films. James et la pêche géante, un de mes films préférés quand j'étais enfant. Dans le fond, c'est James qui est un orphelin qui est recueilli, en quelque sorte, par ses deux tantes, Spike et Sponge, qui sont super méchantes avec lui. Puis, en gros. Mais c'est quelle œuvre? Ça a été tiré de quelle œuvre? Je m'en rappelle plus. C'est James et la pêche de Roald Dahl. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, Ouais, c'est ça. Willy Wonka. Ouais. D'accord. Fait que Nando, tu peux aller un peu plus dans. Pourquoi c'est le meilleur film tiré d'une histoire, d'un livre pour enfants? Ok, ben, si on regarde plus vers les faits, comment d'argent que ça a fait, c'est le premier film qui a été fait avec des vraies personnes de Dr. Seuss. Le seul autre film qui a été fait avec des vraies personnes, c'est Le chat dans le chapeau, mais il a été complètement détesté par le public, fait que c'est pas mal le seul bon film avec des vraies personnes. Il a été le film numéro 1 le plus écouté aux États-Unis pendant 4 semaines. C'est le quatrième film qui a fait le plus d'argent, le quatrième film de Noël qui a fait le plus d'argent au monde, surmonté par Home Alone 1 et 2 en deuxième et troisième place. Et un autre film de Grinch qui est sorti il y a pas longtemps en première place. Mais si j'ai pas choisi ce film de Grinch-là, j'ai choisi le vieux, c'est parce que selon moi, c'est un plus gros challenge d'essayer de représenter une créature non existante comme le Grinch en une vraie personne. Je pense que ça rend ça plus visuel et plus réaliste à voir dans les yeux du public. Les effets, le maquillage, le costume. Ça a effectivement gagné un Oscar pour le meilleur maquillage. Ah, ok, c'est intéressant. C'est bon. Malika, tes arguments? Moi, c'était un de mes films préférés, surtout à cause de l'animation que je trouvais envoûtant, honnêtement. Je trouvais ça magnifique, surtout l'araignée. Je trouvais les mouvements vraiment intéressants, comment elle parlait, c'était beau. J'aimais beaucoup les bouts dans le film où est-ce qu'on voit la pêche qui se fait envoler dans le ciel par des mouettes. J'aime aussi la morale qu'il n'est jamais trop tard pour faire de nouvelles amitiés puis d'avoir de la liberté. Parce que, en gros, le but du film, c'est que James retrouve une liberté qu'il n'a jamais eue depuis que ses parents sont morts, puis qu'il a été recueilli par ses tantes qui sont super méchantes avec lui, qui le maltraitent, qui lui donnent pas assez à manger.
Donc ça lui donne... c'est comme vraiment intéressant de voir James évoluer avec les insectes qui sont dans la pêche. Ils vont avoir de nouvelles amitiés puis grandir une liberté avec ses nouveaux amis. C'est ça. Ok. En allant de ce côté-là, selon moi, le Grinch aussi, c'est vraiment une bonne morale que le Grinch qui déteste Noël et qui veut pas en entendre parler, que les enfants du village, au final, réussissent à le faire changer d'idée et finissent par vraiment aimer Noël, que je trouve qu'il est une bonne morale. Mais aussi, si tu compares, par exemple, le Grinch et James et la pêche géante, je pourrais en parler avec des amis ou des adultes ou d'autres personnes que je connais pas nécessairement et vont pas nécessairement connaître le film autant que si tu parles du Grinch qui est vraiment connu. Tu sais, il y a quand même eu 3 films dessus, donc c'est quand même un personnage aimé par le public. Et aussi, si tu compares, mettons, la quantité d'argent qu'ils ont fait, James et la pêche géante a quand même fait 37,7 millions de dollars comparé à comment le Grinch a volé Noël qui a fait 345,8 millions de dollars. Alors il y a vraiment beaucoup plus de gens qui sont allés voir le Grinch que de gens qui sont allés voir James et la pêche géante, ce que je pense qui donne Avantage. en tout cas. Et il y a aussi vraiment beaucoup de bons acteurs dedans, comme Jim Carrey, que j'ai dit tantôt, Anthony Hopkins, qui a joué dans des films comme Thor, Le Silence des Agneaux, Hannibal, puis un bon directeur, Ron Howard, qui a fait des films comme Le Da Vinci Code ou Apollo 13. Ben, est-ce que tu veux contre-argumenter? Mettons, oui, il y a moins de personnes qui ont vu James et la pêche géante, mais il y a quand même plus de personnes qui ont aimé James et la pêche géante quand tu regardes sur les critiques. Par exemple, sur Rotten Tomatoes, qui est un site vraiment connu pour les critiques de films, James est noté à 91%, qui est considéré comme fresh, frais, et le Grinch à 49%, donc il est considéré rotten, pourri. Ok. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup. Moi, honnêtement, le Grinch, je l'ai toujours trouvé un peu creepy, terrifiant. Je le trouve vraiment Bizarre. pas beau. Ça fait peur. Il me fait peur un peu. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de blagues inappropriées, des mots inappropriés, comme par exemple, des fois il dit bitchin' ou what the hell, alors que c'est supposé être un film pour enfants. J'ai vu aussi que le costume, il était tellement désagréable que le réalisateur a dû engager un coach, un entraîneur d'endurance pour Jim Carrey. Puis la solution, c'était fumer 2 paquets de cigarettes par jour Pour s'habituer à pour respirer. calmer le stress. Ah, ok. Bon. Ok. C'est ça. Ok, attends un petit peu, parce que dans le fond, là, bon, vous venez un peu de vous contre-argumenter. Puis ce qu'on voit avec autant les points que tu as amenés, la popularité, l'argent que ça a rapporté, toi par rapport aux critiques. Fait qu'on a un très grand succès box-office versus un très grand succès critique. Ouais. Donc c'est juste que vos films sont tous les deux forts, mais dans des points différents. Fait que pour donner, sans contre-argumenter, maintenant juste donner votre argument final qui démarque votre film, parce qu'on sait qu'ils bon, ont des forces et des faiblesses chacun. Mais donnez-moi juste votre argument final, pourquoi c'est le meilleur film tiré d'un livre pour enfants. Ok, donc, selon moi, c'est le meilleur film tiré d'un livre pour enfants parce que un livre avec une créature non existante, faite avec des vraies personnes, je trouve que c'est vraiment un challenge en tant qu'acteur que Jim Carrey a quand même bien réussi et avec toute l'histoire du Grinch, comment il passe de super grincheux et super détester tout le monde à être un peu le Père Noël de son monde. Je trouve ça vraiment bien. Et C'est sûr que c'est pas obligé de trop en détail. Ce que tu nous dis dans le fond, c'est que ton argument final, c'est par rapport au fait qu'ils ont réussi à prendre un livre puis à en faire avec une histoire avec des personnages vivants. C'est ça qui est ton argument, que tu trouves qui est la meilleure adaptation. Okay. Moi, c'est que James et la pêche géante, c'est un des films en stop motion que je trouve le mieux fait, même malgré l'année. C'est en 1996. L'animation était quand même vraiment très bonne pour l'année. Puis la morale est bonne, qu'il n'est jamais trop tard pour avoir de nouvelles amitiés.
Puis, Comme d'être plus fidèle à l'œuvre de base. ouais, non, en fait, non, C'est ça. justement, parce que l'œuvre de base était quand même, il y avait beaucoup de blagues racistes et des trucs comme ça, fait que je trouve ça bien qu'ils ont réussi à rendre ça plus Ok. kid-friendly, plus agréable à voir, moins. L'adaptation bien réfléchie. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ben j'avais beaucoup aimé cette bataille. C'est moins long. Ben je trouve que c'était bien. Donc on va aller voir le jeu. Moi, je dirais qu'au début, les arguments de Nando, je trouvais ça vraiment fort. Mais les contre-arguments de Malika, ils étaient vraiment forts aussi. Ben, je vais encore y aller avec Malika. Peut-être. Le meilleur film, ça me fait penser aux émissions de télévision. Là, tu sais, quand ils jugent des films, là, ils mettent un chiffre. Ça vaut 4, ça vaut 3, ça vaut 5. Tu sais. Un peu même, ça dépend du qui l'écoute. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. les arguments de Nando font juste prouver que celui qui a fait la publicité du film était meilleur que celui de l'autre. Tu sais, est-ce que ton film est meilleur que le sien? Je ne le sais toujours pas. Parce que ton film, tu m'as parlé que était extraordinaire au box-office, mais ça ne dit pas si c'est un bon film ou pas. Donc, je vais me aller là. Donc le point va aller à Malika. Et puis j'aurais probablement argumenté la même chose au final que l'argument qui me l'a vendu pour moi, Malika, c'est quand tu as comparé les critiques. Mais c'est fou parce qu'on qu'il s'entend y a que moins de argent monde qui n'est ont pas vu ce égal à- film-là, mais il y a quand même plus de monde en tout Ouais. qui l'ont préféré. Ça, j'ai trouvé ça Fait que fou. ça nomme des fois plus la qualité à ce moment-là. Ouais. Bon. Donc, mais quand même, tous les deux, super intéressants. Puis au début, je pensais que Nando l'avait. Là, tu revenais avec d'autres choses, tu revenais avec d'autres choses, tu revenais avec d'autres choses. Ça a été un beau back and Ouais. forth, comme on dit. Nous sommes à la 4e ronde. Présentement, on peut revenir sur les points. Nous sommes à 2 points pour Malika et 1 point pour Nando pour moi. Donc, question. Quelle est la mort la plus bouleversante dans la série de films de Harry Potter? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? La mort la plus bouleversante dans la série La plus de triste. films Harry Potter. Ouais, la plus triste. C'est bouleversant. C'est ça, bon. Donc, on va commencer avec Malika. Moi, j'ai choisi Dobby. Honnêtement, c'est la mort. Il y en a beaucoup des morts dans Harry Potter. C'est la mort que j'ai le plus pleuré et que je trouve qui était la plus. Comment dire, meaningful? Significative. Qui était la plus significative dans le monde. Tu peux juste rapidement dire qui est Dobby. Dobby, c'est un elfe de maison qui a été libéré par Harry dans le 2e tome, puis qui devient un peu un de ses meilleurs amis, d'après moi. Là. Ok, donc, moi, la personne que j'ai choisie, Présentation. je sais. La personne que j'ai choisie, c'est Fred, du duo Fred et Georges, là, les deux jumeaux, là, un des deux jumeaux, Fred. Et la mort de Fred est vraiment triste sur moi parce que Fred et Georges, c'est comme le duo inséparable. Puis sans Fred, Georges est un petit peu comme sans sa deuxième moitié. Parce que je pense que ça fait en sorte qu'il n'y a plus nécessairement le même charme. Il n'y a plus. C'est ça, son autre moitié, il manque quelqu'un à l'équation. D'accord. Donc, tu peux élaborer sur la mort de Dobby. Ouais. Pourquoi je trouve que c'est la plus significative, c'est parce que Dobby est mort en se faisant lancer. Dobby est mort en se faisant lancer un couteau dans le ventre par une des méchantes dans le manoir des Malfoy, qui est une famille de méchants dans le monde d'Harry Potter. Ce que je trouve incroyable, c'est que Dobby est revenu dans la maison des gens qui l'ont traité tellement mal. Avant, ça c'est dans le livre. Dans le film, Il fait pas juste là. mourir parce qu'il meurt. Dans le film, Dobby aide Harry avec Luna tout ça, à se sauver de. Ils sont pas chez les Malfoy à ce moment-là. Ils sont Ouais. dans un genre Puis après ça, il transplante, mais il a réussi à lancer son couteau pareil. Puis là, il Ben là, s'en les livres, c'est mieux que les films. Ouais, mais là, c'est pas ça la question. C'est pas des films. Fait qu'on va rester dans les faits. C'est Des pas ça, films. non, des Malfoy. Non, ils sont à Nope. Shell Cottage. Ouais, c'est ça.
Ben, j'ai toujours pensé que. Anyway, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas nécessairement la maison qui fait que c'est bouleversant pas, c'est le contexte. Fait que, dans quel contexte qu'il est mort? Ok. Dans le fond, Dobby est mort, il s'est sacrifié pour Harry. Il a sauvé tout le monde de cette maison-là, je m'en rappelle plus le nom. Puis, ce qui est bien avec la mort de Dobby, c'est que c'est pas en plein milieu de quelque chose. On a vraiment le temps de voir Dobby mourir, faire son sacrifice. Puis, je trouve qu'on a plus le temps de le take it in, de le prendre, d'absorber la mort. Donc, moi, j'ai vraiment plus pleuré. Que mettons, Fred dans le film. Que Fred qui est dans le film parce que. Je vais le dire plus tard. D'accord. Bon. T'avais pas d'autres choses à expliquer par rapport à ça? Non. C'est bon. Ok, donc. Moi, je pense que non seulement la mort de Fred rend George sans son jumeau, ce qui est vraiment très très triste, aussi, au moment où ce qu'il meurt, un des frères de la famille Weasley, Percy, a été contre sa famille durant tous les derniers films. Et parce qu'il était du côté du ministère, il était comme vous voulez vous battre contre Voldemort, c'est pas bien, blablabla. Mais au moment juste avant qu'il meure, Percy et Fred se rencontrent et Percy fait ses excuses à son frère et dit qu'il avait mal. Non, c'est dans le film. Qu'il avait mal agi et tout. Et Fred accepte ses excuses. Donc, après tous ces films-là, que Percy est contre sa famille, puis pousse ses frères et sœurs et sa famille hors de lui, et ils réussissent enfin à redevenir amis, frères et sœurs. Puis, vous savez qu'il meurt au moment où Fred meurt, Percy n'aura pas eu le temps d'avoir une bonne relation avec son frère encore, ce que je trouve que c'est vraiment triste. Vous nous expliquer le contexte dans lequel il est mort? C'était dans la bataille à Poudlard vers la fin quand Harry a ressuscité et non, pas avant qu'Harry ressuscite, mais c'est ça, dans la bataille de Voldemort, quand Voldemort envoie ses sbires au château de Poudlard et ils doivent se défendre pour protéger le château, et il a fait ça héroïquement jusqu'à sa mort. Il l'a dit même, tout le monde qui se combattait dans ce combat-là savait que la mort était possible, et il l'a fait quand même. Et c'est ça, il est mort dans une explosion qui est passée à côté. Okay. À cause d'un combat contre deux sorciers. Moi, honnêtement, je trouve que la mort de Fred. Fred, c'est un de mes personnages préférés, mais c'est une des morts que j'ai le moins pleuré parce que je trouvais qu'elle était la moins nécessaire, la moins utile dans le développement de l'histoire. Parce que, par exemple, Dobby, après qu'il soit mort et qu'il l'enterre, Harry, il a comme une rage envers Bellatrix, Voldemort, envers ce qui est arrivé à Dobby. Fait qu'il y a comme une nouvelle confidence en lui. Je trouve une nouvelle confiance plus en lui. Ouais, excusez, là, je mélange mes mots. Je trouve que c'est. Finalement, ce que t'argumentes, c'est que cette mort-là a fait avancer. Ouais, c'est ça. Alors que la mort de Fred, on la voit pas tant que ça, puis elle est moins. Significative. Tu veux ajouter à cela ou complémenter ça? Je pense pas que la mort de Dobby était un sacrifice. Je pense qu'elle n'était pas nécessairement nécessaire parce que au moment où que Dobby et Harry, Fred et Hermione s'enfuissent, il s'est pas mis en devant d'eux pour les protéger. Ils ont juste commencé à transplaner ensemble, puis arrivé à l'endroit où ils ont transplané, ils se sont rendus compte que Dobby était en train de mourir. C'était pas vraiment nécessaire comme mort. Je pense pas que Dobby a vraiment fait exprès pour bloquer le couteau. Ils l'avaient tous pas vu, ça a juste tombé sur Dobby. Oui, en fait, on peut s'attendre que l'un et l'autre, la mort est accidentelle. On le voit dans le film, dans le sens qu'il s'est pas mis devant le couteau, ça a donné que le couteau était là, mais même chose, lui, il s'est fait prendre par une explosion, c'est un peu des morts collatérales. Tout le long qu'ils ont battu, il s'est quand même mis devant les deux. Fait que, il les protège. C'est quand même un sacrifice. Oui, mais on peut dire la même chose. Fred est allé volontairement se battre. En sachant que la mort était possible. Les deux ont un peu ce. Faut que ce soit toi qui Non, je sais, mais je veux juste qu'on sache que dans le même.
genre le de même situation. argument, là. C'est le même contexte quand même. Puis, tu sais, Dobby, c'est un des personnages le plus innocent, gentil, pur. Fait que c'est vraiment triste parce que tu peux pas dire ah oui, mais tu sais, c'est parce qu'il a fait telle affaire. Il a toujours été super gentil avec Harry, il a toujours voulu son bien. Même s'il le faisait pas comme du monde, il nous misait un peu, mais dans sa tête, ce qu'il faisait, c'était vraiment bien pour Harry Potter. Puis pour finaliser, là, pour votre argument final, dites-moi si vous avez pleuré, puis pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait pleurer au moment où il est mort? Malheureusement, je suis pas quelqu'un qui pleure en écoutant des films, je peux pas dire que je pleure. Je retiens mes pleurs, ok? Mais. Ça t'a fait monter l'émotion? Oui, parce que. Genre, c'est ça, c'est directement au moment. Toute la famille est réconciliée, tout le monde est ensemble, et là, bam, Fred meurt. Il n'y aura plus jamais un contact avec sa famille de 10 personnes, 8 personnes en tout cas. C'est une grande famille. À quel famille. moment, mettons, que l'émotion est montée dans cette scène-là? Là? Il y a eu l'explosion. Quoi, là? Quand tu te rends compte qu'il est mort, tu sais, t'es comme, ok, il est pas mort, il est juste, tu sais, par terre, c'est ça. Mais en fait, tu te rends compte, ah, il est vraiment mort. Ça, c'est comme. C'est le personnage que tu vois comme un des deux frères qui sont tout le temps en train de faire des blagues, qui sont full populaires à l'école, qui ont leur magasin et tout, qui sont vraiment connus, et qui sont vraiment drôles. Puis que là. C'est ça. Fait que c'est au moment où ce que tout le monde réalise qu'il est vraiment mort. Ouais. C'est là que l'émotion est venue. Toi, c'est dans quel moment? Ben, moi, c'est pendant toute la scène, dans les films comme dans les livres, c'est comme, ah, il sauve tout le monde, tout va bien, c'est génial, tout le monde est en vie. Puis après, tu vois Bellatrix lancer son couteau, puis t'es comme, ah non, ben non, ça se peut pas. Puis là, tu vois Dobby sur la plage, qui est mort. C'est là que je pleure, puis je suis comme, non, mais pourquoi? Tu sais, c'est comme, vraiment, ouais. Bon, on vient avec ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau des juges. Donc, juste rappeler la question au juge. Donc, quelle est la mort la plus bouleversante dans la série des Harry Potter? C'est difficile à juger. Franchement, pour moi, c'est la plus haute des questions. Ouais. Parce que, d'un, je connais absolument rien de l'un et de l'autre. Ouais. Fait que je peux pas juger de vos arguments, je sais pas de quoi je parle. Ouais. La seule affaire, c'est qu'au début, c'était plus simple de comprendre l'histoire de Nando que la tienne. Ouais. Ça fait que je te donne un point pour ça. Ok. Je te donne 98. Ouais, je pense que je vais y aller avec Nando aussi. Ok. Mais. Ouais. Ben, c'est ça, c'est en effet très difficile à juger, puis c'est des contextes très similaires, les deux. Je sais même pas qui j'aurais pris, fait que je suis bien contente que ce soit décidé. Donc, on en est à la ronde finale, la ronde 5. Présentement, les points sont égales. Malika 2, Nando 2. Et pour notre dernière question, vous devez exécuter un vol d'importance, comme on dit en anglais, un heist. Comme Un vol dans voler, une banque ou un vol dans un quelque casino. chose de gros. Là. Si vous avez besoin de faire un vol comme ça, comme dans les films, là, vous devez choisir 3 personnages de films que vous voulez dans votre équipe pour exécuter ce grand vol. Fait que vous allez nous expliquer qui vous choisissez et pourquoi votre équipe est la plus de chances de réussite. Ça doit être des personnes Qui n'ont pas de qui n'ont pouvoir. pas des super-héros. Ouais, on veut pas, il n'y a pas de magie. Pas de Thanos magique là, qui là-dedans. peut faire disparaître la base. là. Exact. Donc on reste dans le réel. On va commencer avec Nando cette fois-ci. D'accord. Donc, selon moi, un vol d'importance, si tu es 3 personnes, tu as besoin de 3 éléments clés. Tu as besoin d'un cerveau de l'opération qui gère tout. Tu as besoin d'une distraction qui est capable de mettre les autres à part pour que la personne qui fait le vol ait le temps d'agir sans avoir plein d'affaires qui se passent à côté d'elle en même temps. Et justement, un voleur. Donc, moi, j'ai choisi le personnage Danny Ocean qui vient du film Ocean's 11 qui réussit à coordonner un vol de casino qui réussit à coordonner 11 personnes en même temps, leur donner tous un rôle précis qui fait en sorte qu'ils réussissent à voler l'argent du casino, sortir sans même qu'ils sachent que c'est eux qui l'ont fait. Alors je pense que
s'il est capable de coordonner 11 personnes à faire un vol d'importance, ça va Tu être... vas juste nous présenter ton cerveau, ta distraction, puis on Ok, va ouais, ok. Ma distraction, c'est The Prince dans le film Bullet Train, qui est une petite fille qui fait le rôle de la petite fille en détresse tout le long du film. Petite fille de quel âge? 18 ans, genre. Ok, faut pas. Ouais, mais en tout cas, puis non seulement elle fait ça, mais elle est aussi capable de se battre, d'utiliser des armes et tout, ok? Et mon voleur, j'ai choisi le personnage Henley Reeves, qui est une fille dans le film Now You See Me, qui est une magicienne, pas une magicienne genre Harry Potter, là, une magicienne avec des trucs, là. C'est quoi son nom encore? Henley Reeves. Puis sa spécialité dans ce film-là, c'est les évasions. Donc, elle serait capable de créer quelque chose qui lui permet de s'évader et contorsionniste. C'est bon. Fait qu'on va aller voir Monica. Moi, d'après moi, il faut oui, un cerveau, une voleuse, puis une distraction. Mais on est 4. Fait que moi, je sers un peu à un mélange de cerveau, I guess, puis de distraction, là, quelque chose. Fait que j'ai choisi comme voleuse, j'ai choisi Black Widow, qui est, oui, dans un film de super-héros, mais elle a aucun pouvoir. C'est une agente. Elle a aucun pouvoir. Ouais. C'est une agente russe qui est super entraînée, là. Elle connaît plein d'arts martiaux. J'ai choisi John McClane dans la série Die Hard. Parce que un cerveau, d'après moi, c'est surtout un leader. Et John McClane, c'est un leader, donc je trouve qu'il prendrait bien le contrôle de l'opération. Puis Frank Abagnale Jr. dans le film Catch Me If You Can, comme distraction, comme on peut le voir dans les films quand il distrait un peu les banquières. Tu sais, dans le fond, t'es pas obligé d'utiliser l'inventaire avec Ronaldo. C'est toi, c'était. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Parce que lui, c'est un con man, je sais pas comment dire ça en français. C'est un con. Un con man. Ok. Qui se fait passer pour d'autres gens et qui est capable de. Ouais. Un fraudeur et Ok, fait que Nando, si tu veux élaborer. Ok, donc selon moi, c'est vraiment une bonne équipe parce qu'en cas de changement de plan, chacun des personnages est capable de faire chacun des rôles. Parce que Danny Ocean, c'est lui le cerveau de l'opération dans le film, mais il fait aussi partie de l'opération en tant qu'il fait semblant d'être une personne qui réussit à contrôler tout le monde, puis il aide au vol. Il fait pas juste rester à distance puis contrôler, dire aux autres quoi faire, il fait partie de l'opération, fait qu'il serait capable de faire d'autres affaires durant le vol. The Prince, qui est capable, elle aussi qui est vraiment intelligente, qui réussit à manipuler tout le monde durant le film, et pas beaucoup de personnes penseraient qu'une petite fille de son âge pourrait être capable de genre tuer des gens et se battre et tout. Et Henley Reeves, qui serait une bonne distraction parce que quand elle fait ses tours, elle est super, c'est quoi le mot, imposante, en tout cas avec des effets et tout, elle serait capable de quand même réussir à faire quelque chose qui distrairait l'attention. Je sais pas comment le dire là, en tout cas. Moi j'ai Black Widow comme voleuse parce que c'est un personnage qui est agile, rapide, qui est capable de distraire aussi, qui peut être undercover. Je sais pas, on va dire ça en français. Quelqu'un qui est Sous couverture. Non, c'est ça. Donc on dit ça undercover en français. En tout cas, we get Undercover. Qui peut être undercover, qui peut distraire quand même, qui est charmante aussi. Puis elle sait se battre, donc si jamais il y a un problème, elle peut s'en sortir en se battant. John McClane, d'après moi, ça serait le leader, qui n'a pas peur de prendre l'initiative. Oui, il est impulsif, mais ça range quand même toujours bien. Puis lui, je pense que même si c'est un leader, il est quand même capable de suivre, pas un ordre, mais plus une suggestion. Et Frank qui se fait une bonne distraction, comme on l'a vu dans les films quand il distrait la banquière pour avoir ce qu'il veut, dans le fond, pour voir la machine à chèques.
Donc, il peut distraire le directeur ou directrice d'une banque pendant que Black Widow va lead the way, clear the path. Comment dire ça? Libérer le chemin. Pendant que Black Widow libère le chemin, puis fait entrer John McClane, puis ils peuvent aller voler, puis je pense bien qu'ils s'en sortiraient sans problème. Puis moi qui. On peut passer au combat d'arguments si vous Ok. avez à dire quelque chose en J'ai quelque chose particulier à à dire. propos de chaque personnage ou de quelques personnages. Mais moi, mon problème, c'est surtout John McClane, ok? Parce que dans les films, c'est un personnage qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, puis qu'il est capable de réagir à la situation qui est dedans et s'en sortir, ok? Il est capable de s'échapper de l'endroit qui est. En tout cas, c'est un mauvais moment, mauvais endroit. Il est capable de penser au moment que ça arrive. Sauf que, en tant que leader de l'opération, déjà, dans le troisième film, il y a un partenaire, il aime pas ça, ok? Il aime pas ça avoir un partenaire. Et aussi, il est capable de penser rapidement dans une situation, mais coordonner une opération de plusieurs personnes, c'est pas prendre le temps de réfléchir puis savoir comment il va faire ça. Lui, il s'arrange avec ce qu'il voit à ce moment-là. Je sais pas s'il serait capable de créer un vol avec toutes ces personnes-là. Je pensais à des habiletés des autres personnes et tout. Tout par lui-même. Fait que toi, c'est surtout à ce niveau-là que t'as un problème. Toi, est-ce qu'il y a un personnage dans son équipe que t'as plus un problème? Ben moi, il y en a deux, c'est Danny Ocean puis The Prince. Danny Ocean parce que dans le film, on voit que en fait, il y a un fond de personnel puis ça a failli faire rater tout le vol. Un fond personnel, il y a un... Attends. Ok. Il est là parce qu'il y a à cause de son histoire personnelle. Dans le film Danny Ocean, il y a une raison personnelle pourquoi il veut effectuer le vol Ouais. qu'il organise. C'est pas juste une Je raison pense de que on va de peu l'argent. importe le vol, il va quand même avoir une raison personnelle de voler l'endroit. C'est quoi, tu penses qu'il va double cross? Ça va plus, je sais pas quoi. Non, pas double cross, mais je pense que ça va faire comme dans le film, puis ça va peut-être soit faillir rater ou rater tout court. Ok. Puis The Prince, honnêtement, je pense que c'est trop impulsive et colérique. J'ai vu que elle pense pas vraiment. Puis comme John McClane n'en prendrait pas un ordre non plus, elle serait plus moi je fais ça, puis c'est pour ça, c'est rien d'autre. Ouais. Puis vraiment, j'ai rien trouvé de négatif sur elle. Fait que... Ok. Toi, à part John McClane, sur les autres personnages, est-ce que t'avais des Ouais. arguments? C'est quand même des bons personnages. Mais sur Danny Ocean, ce que tu dis, c'est qu'il y a une raison personnelle en volant le casino. Une autre raison pourquoi c'est vraiment un bon personnage, c'est qu'il est capable d'avoir les deux affaires qu'il veut. Il a son truc personnel, il veut avoir son ancienne femme qui est maintenant mariée avec le directeur du casino. Il réussit à avoir sa femme et l'argent en coordonnant toutes ces personnes-là. Il réussit à réussir le vol en même temps d'avoir ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment un exceptionnel leader. Et il fait pas ça à chaque fois. Il a fait ça cette fois particulièrement, mais il a fait d'autres vols dans le passé avec sa gang, là. Son équipe. Et c'était pas tout le temps pour des raisons personnelles, c'est juste que cette fois-là, il voulait cet endroit-là précisément à cause qu'il voulait aussi revenir avec son ancienne femme. Et The Prince, tu dis qu'elle suivrait pas un rôle, mais dans le film, elle fait tout ça pour c'est pas le mot, avoir que son père La remarque. ouais, c'est ça. Elle fait tout ça pour que son père la remarque. Son surnom, c'est The Prince parce que son père a toujours voulu un fils, mais elle, c'est une fille. Fait que c'est pour ça qu'il l'a surnommé The Prince. Mais elle a fait tout ça pour que son père la remarque puis qu'il assoie la fille qu'il a toujours voulu. Puis Danny Ocean, il est capable de séduire des gens ou comme de faire penser autre chose à certaines personnes. Fait que si Danny Ocean est capable d'avoir une relation amicale avec son père, il pourrait faire en sorte de faire participer
The Prince, Tu t'es inventé tout un scénario, là. de faire participer The Prince parce que elle veut Ok, que son on père. va... Ok. Dites-moi chacun, votre tour, lequel de votre personnage, de vos choix est votre MVP, là, celui que si vous pouvez en avoir juste un, ce serait bien. Ben, moi, ça serait Black Widow parce qu'elle peut faire les trois. Elle peut être un cerveau, elle peut être une distraction, puis. Cerveau, Qu'est-ce distraction. qu'elle peut faire? Ben, elle peut diriger une opération au complet, elle peut se défendre puis être une distraction, elle peut. En gros, elle peut tout faire. Ok. Moi, mon MVP, ça serait Henley Reeve parce que dans les films, elle est vraiment intelligente, elle est capable de créer des machines pour ses tours, elle est capable d'inventer des histoires par rapport à ce qu'elle a besoin d'avoir. Je pense qu'elle serait capable de trouver un moyen de voler ce qu'elle a besoin de voler. Et aussi, c'est une distraction parce que c'est ça qu'elle fait dans la vie, c'est un showgirl, vraiment. Illusionniste. Non, pas illusionniste, comme. On fait du spectacle. C'est ça, elle fait du spectacle, elle est vraiment voyante, là, en tout cas. Là. Voyante. Non, pas voyante, en tout cas. Ok, c'est ça. Quand elle est là, on la regarde. C'est ça, donc elle serait capable de faire aussi une distraction, puis comme j'ai dit plus tard, mais plutôt, elle est capable de se nicher dans des coins, elle est capable d'être discrète, elle est capable de voler des choses. En fait, je pense que ça serait vraiment un bon Est-ce qu'elle pourrait se défendre si elle aurait tué ça? Ben, c'est pas vraiment décrit dans le film, donc je le sais pas. Mais écoute, je suis sûre que si ces personnages-là sont dans ma team, là, The Prince pourrait l'entraîner, là, en tout cas. Ok. Mon équipe, ouais. Moi, j'ai pas vu tous ces films-là. Est-ce que dans les cas des films où ces personnages font partie, est-ce qu'ils ont un bon taux de succès quand ils font des vols ou des activités de genre? Ben, Danny Ocean, comme j'ai dit plus tôt, il a réussi son vol et il y a aussi des films de avant et des films de après où il réussit ses vols. Alors, il y a pas mal un taux de succès de 100%. Et Henley Reeves, dans les films Now You See Me, avec son équipe, a réussi à faire les vols qu'elle a envie de faire. The Prince, par contre, a peur à la fin, sauf que c'est parce que elle avait le upper Les hand. émotions ont pris le dessus. Non, c'est pas ça. Non, C'est pas ça qui arrive. Elle avait le upper ground. Ouais, elle avait le gros bout du bâton. C'est ça, sauf que là, où c'est qu'elle était, il y a un truc qui est tombé dessus, qui l'a écrasé puis qui est mort. Fait qu'elle aurait gagné si ce truc-là, il aurait pas tombé dessus. Donc, c'est juste à cause de ça qu'elle a Les perdu. personnages ont du succès actuellement dans. Ben, Oui. Il n'y a pas de fait dans les films, là. Black Widow a réussi ses affaires. ouais, pas mal tout le temps, là. Comme McLean, je le pense. sais. Ouais. Ouais. Puis Frank Abagnale, Il se fait pogner à la fin. Ouais, mais ça y a pris un méchant bout de temps. Puis il a pas mal fait exprès pour se faire pogner. Là, puis après ça, il travaille avec les FBI. Fait que- D'accord. On va y aller avec ça. Alors, nos juges. Mais moi, en partant, ce que j'ai trouvé embêtant, comment ça se fait que vous avez le même modèle de Ben, présentation? j'ai dit mon modèle, puis elle a juste suivi le modèle en décrivant ses personnages, mais je suis venue avec le fait de cerveau de distraction, machin, puis Ouais, d'associer je tes pense- personnages parce que ça marche. Oui. Je veux dire, c'est juste logique. Ils ont juste trouvé tous les deux que ce que ça prenait pour faire un vol de banque, c'est quelqu'un qui organise des affaires, quelqu'un qui vole, puis quelqu'un qui distrait ceux qui sont en train de se faire voler. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage que vous ayez exactement le même. Même Ça, batteur. ça aurait pu être carrément différent Ça aurait pu. d'un tout à l'autre. Là. Puis, c'est pas à cause que 3 acteurs que vous choisissez qui sont forcément 3 à faire le rôle. Ah oui, c'est ça. Hein? C'est Marie-Hélène qui Ben, dans la demander question, ça. c'est une équipe de 3. Ouais, c'est ça. Ok, d'abord. C'est 3 personnes. En tout cas, tout ça pour dire que moi,
c'est vraiment un détail qui m'a accroché, c'est le choix de la petite fille. C'est un détail impressionnant, surprenant, amusant. Fait que, je donne le bon avis. C'est plus difficile, ça. Parce que. Nous autres, on ne les connaît pas du tout, ces acteurs-là. Hein. Fait que. Je pense que je vais y aller aussi comme Nando. D'accord. Donc, on est de retour pour la ronde éclair. Le pointage, présentement, Nando avec 3 points, Marika avec 2 points. Donc, nous allons passer à la ronde éclair pour déterminer le gagnant de ce premier combat des films en famille. Et puis, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de la ronde éclair. J'ai des petites questions dans cette tasse que les enfants n'ont pas, ne savent pas c'est quoi, donc ne sont pas préparés. Donc, je vais lire la question. Quand j'ai terminé de lire la question, la première personne qui va donner une réponse va être la première à argumenter cette réponse et l'autre personne devra trouver une autre réponse à argumenter. On va avoir un premier 20 secondes pour la première personne, ensuite un 20 secondes pour la deuxième personne, et puis 10 secondes de 10 secondes contre-argument. de contre-argumentation des deux côtés. Oui. Ou juste Des deux. Des deux côtés, des deux côtés. Ah, ben, je m'arrache. Ok. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Première question. D'accord. Vous attendez, j'ai terminé pour. Dis quelque chose. Ça en français. Dis en anglais. Ok, je vais dire en anglais, je sais pas comment dire en français. Best movie plot twist. Comme un retournement de situation dans un film. Le meilleur que vous ayez vu. 7. Ok. Est-ce que tu as. Vas-y, tu peux. Il faut que une réponse arrive en fait. Ça me semble. Simpsons. D'accord. Believe in your answer. D'accord, ben. Ok, Nando t'a parlé en Ouais, premier. désolée, Fait que, c'était long. réfléchis à comment tu vas le faire, là, puis quand tu commences à parler, on compte ton temps. Donc, tout le long du film, on suit un criminel qui fait des crimes par rapport aux 7 péchés capitaux. Donc, on cherche le criminel tout le long, on voit aucune empreinte digitale nulle part, et à la fin, on se rend compte qu'il sait parce qu'en gros, depuis le début, il s'épluchait les bouts des doigts pour pas avoir des empreintes digitales sur... Fini. Oh my god, faut que je fasse mieux que ça. Fait que quand t'es prête, Ça peut, là. C'est parce que c'est dur de penser à quelque chose quand Nando il parle, j'ai la misère avec ça. Je me rappelle même plus de ça. Honnêtement, Fait que tu veux pas. L'important, c'est le plot twist. ouais. Si tu te souviens du plot twist, argumente le plot twist. Go! Pourquoi c'est un bon Merde! Donc pendant tout le long du film, on suit un policier, me semble, qui parle avec un kid. Puis à la fin du film, on se rend compte que en fait, le policier était décédé depuis le début. Ce que je trouve qui est un excellent plot twist parce que c'est pas quelque chose que tu t'attends. Puis ça marche bien avec le nom du film, Le Sixième Sens, qui... Fini. Un peu. Ah mon dieu. Un petit seconde pour contre-argumenter ou continuer à développer. pas dit le plot twist encore. Merci. Donc à la fin, le criminel réussit à faire ce qu'il voulait depuis le début, c'est-à-dire réussir ses 7 crimes, et on voit à la fin que la tête du policier, de la femme du policier est dans une boîte et il faut... Ah! Allez, quand tu commences à parler, t'as un 10 secondes. Dommage. J'ai pas eu le temps d'expliquer. Fait que vous avez chacun votre difficulté. Même sur le pied ou le dos, t'es un fantôme! Je me rappelle Mais même. C'est correct. Vas-y. C'est comme ça. C'est un excellent plot twist parce que tout le long du film, moi je pensais que c'était le kid qui allait être un fantôme. Je m'attendais à ce que ce soit un fantôme, mais on fait ça à la fin, on se rend compte que c'est le policier qui est complètement inattendu. J'ai tellement mal jugé ce que j'ai fait là.
Fait que je pense que c'est Avec lui qui a la gagné. misère à suppression, mais tout est de la misère, c'est J'ai vraiment de la misère sous pression. J'ai mal Mais, synthétisé. Le père et ma mère. j'ai pas compris. Je pensais que le 10 secondes c'était pour contre-argument. Ben ouais, mais j'avais pas fini d'expliquer c'est quoi le plot twist, j'avais pas le Ah choix. ouais. Vraiment, on peut faire un peu ce qu'on veut. là. C'est juste qu'il faut qu'ils vendent leur réponse comme étant la meilleure. Donc, Mais qui a j'ai gagné? plus compris Ouais, c'est ça. Maleka que Nando. Le père. Ouais, justement, Nando, l'erreur que tu as faite, c'est d'essayer d'aller vite. Ouais. Ou en tout cas, d'essayer de trois, tu sais. T'as dit plusieurs mots, mais t'as pas choisi les mots importants. Exact. Ben oui, c'est pas Donc, qui nécessairement gagne le plot celle-là, twist, c'est papa? plus Maleka. une décision. Malika. Je suis d'accord, c'est ça. Ouais. T'avais tout pour gagner, mais t'as pas eu le temps. Il va falloir que tu synthétises plus. I can do it. Oh, ouais. There's still time. Fait que c'est 3-3. On se passe à la Moi, prochaine. je suis tellement pourrie sous pression. Ça Believe in pas yourself. d'allure. Ouais, mais une fois que tu prends le temps de réfléchir. Ben, d'accord. faut une fois. Ok, on y va pour la deuxième question de la monde éclair. La meilleure franchise de film, donc plus qu'un film, de comédie. La meilleure franchise de comédie. Comédie. Ace Ventura. Ok, on va essayer de dire ici. Alors, pendant que je réfléchis, c'est que ça entend par franchise. Dans le sens, c'est pas juste un seul film, faut qu'il y en ait plus qu'un. 2, 3, 4. C'est Paramount. Ben, Non, c'est comme c'est Malika un le dit, studio. Ace Ventura, il y en a deux. Ventura, il y en a deux. Maman, j'ai rapetissé les enfants, là. Puis le deuxième, Ok. c'est maman, j'ai agrandi le bébé. Ok. Chérie, j'ai réduit les enfants et. Chérie, j'ai gonflé le bébé. Chérie, j'ai gonflé, ouais. Maman. Ouais, à ce que. Ça, c'est là. Ok. C'est bon, on va commencer avec Malika quand t'es prête. Ok. Ace Ventura, d'après moi, c'est une meilleure franchise parce que quand tu penses comédie, tu penses Jim Carrey. Jim Carrey joue dans ce film-là. C'est un contexte, un sujet jamais vu, d'après moi, un vétérinaire qui vit des aventures avec des animaux très comédie avec des plot twists aussi dans les films, ce qui est. Quand même. Quand t'es prête. Donc, les deux films sont vraiment très bons. Le premier, qui est un classique des enfants qui s'en vont dans le gazon de la cour et qui explore la cour et c'est vraiment drôle. Et le deuxième, le bébé qui devient géant et qui vit sa vie de bébé en détruisant la ville. Je trouve ça vraiment très drôle. Les deux points de vue différents, le géant versus le petit, les deux films qui sont Fini. vraiment très bons. Malika, quand tu seras prête, seconde pour terminer. Tu peux soit contre-argumenter et dire que son film est pas bon, ou en dire plus sur le tien, je veux D'après moi, Adventure, c'est plus drôle que ta série de films parce que on a Jim Carrey qui est un homme très comédie, puis on voit beaucoup plus de blagues. D'après moi, j'ai Fini. plus ri. Le problème avec Ace Ventura 1, c'est que c'est vraiment très transphobe, ok? À la fin, le personnage se fout de la gueule du gars, de la fille qui est en fait un gars. C'est vraiment pas approprié pour cette Fini. époque. Ok. D'accord. I went in that direction. Ouais. Ok, ça va faire. À moi, j'ai mal compris, tu nous as pas dit de quel film tu parlais. Maman, j'ai rapetissé les enfants, puis le deuxième, c'est maman, j'ai agrandi le bébé. Dans ta présentation, tu ne l'as pas dit. Oui. Oh oui, on J'ai va commencer dit par qu'au le début, dire. ils sont dans le gazon, puis que c'est drôle, puis qu'ils explorent la cour, puis le bébé qui devient géant, qui détruit toute la ville en étant un bébé. C'est une série parce que dans le fond, le deuxième est la suite du premier. C'est les mêmes personnages, mais c'est. Je suis pas d'accord. En tout cas, C'est correct. En fait, Lequel- on veut juste quel- savoir lequel des deux quel tu penses qui a favori? gagné l'argumentaire. étant donné mon opinion, mon Oui. opinion, on va dire Malika. Parfait. Ben, moi, je vais dire Nando, parce que Le dernier. Ace Ventura, ça me dit moins pas que Ok, ouais. c'est pas très Tiebreaker. bon comme... mais ça, ben, tu sais, ce que je connais de ces films-là, ça... Ouais. Ok. C'est dur d'expliquer un film en 20 secondes. Moi, je vais pencher plus du côté à Malika parce qu'elle a plus été capable de
nous parler du fait que c'était une comédie et que c'était drôle et pourquoi c'était Ouais, drôle. c'est vrai. Alors que toi, je trouve que c'était. On savait pas trop pourquoi c'était drôle. Ok. Ouais, On va y aller avec ça. ouais, c'est vrai. Fait que c'est 4-3 pour Malika. Alors, C'est pas fini, oh! Je le sais. Non, c'est On va stressant. avec la troisième. man. J'aime pas le stress. Match point. Le stress. Ouais, le stress. Merde. Ok. Quel animal réel fait ou ferait les meilleurs films d'horreur? Animal créature, mais réel. Les poissons avec la lanterne. Et l'emploi. Ah, ok, Ça, intéressant. là. Oh my god, ok. Tu m'as réfléchi. Ça peut exister déjà, là, les films. Ouais, je sais. C'est l'empereur, non? L'empereur. Des chauves-souris vampires. Ok. Malika, quand t'es prête? D'après moi, l'empereur, ça serait plus terrifiant parce qu'une lamproie, c'est littéralement un poisson gros de même avec des dents super énormes, avec des yeux comme blancs transparents, avec une lanterne. Ce qui est intéressant, c'est de le voir vraiment gros, qui, mettons, mange les gens dans la mer comme dans Mégalodon. Ça serait vraiment effrayant, tu sais, dans les abysses qu'on voit pas souvent. Fini. Ah! Donc, quand t'es prête. Donc je pense que les chauves-souris vampires seraient vraiment plus effrayants parce que déjà une chauve-souris vampire ça peut te prendre du sang, ce qui est assez effrayant, mais non seulement une chauve-souris vampire, c'est pas une chauve-souris vampire, c'est plein de chauves-souris vampires, genre 1000, 10 000 qui te poursuivent partout, tu t'enfermes dans ta maison, ça peut être vraiment effrayant et claustrophobique et un film que tu t'enfuis des chauves-souris. C'est ça. Dominique. Quand tu veux. Oui, mais est-ce que pas un poisson géant qui a des énormes mâchoires et des énormes dents, c'est plus effrayant qu'une horde de chauves-souris? Est-ce que c'est pas plus effrayant d'aller dans les profondeurs de la mer puis d'avoir un poisson qui Fini. bouffe au complet? Ouais, mais le poisson que tu décris, c'est littéralement le requin dans tous les films de requins qu'on a vu ever, qu'on a vu plein de fois, c'est revisité, alors que les chauves-souris, on n'a jamais vu ça dans aucun film. Ok. D'accord. On va aller voir des juges. Mon tour, là. Ben, je pense que j'aurais plus peur des chauves-souris que du poisson. Puis moi, je trouve le poisson effrayant. D'accord. C'était ça ta question? Ben oui, mais dans le fond, c'est comment ils décrivent là, qu'est-ce qu'ils pourraient. Quel film serait le plus lequel tu intéressant serais à voir? convaincu que ce serait le meilleur Film d'horreur. film Parce que d'horreur. je demeure là-dessus. Ok. Mais pour le fun, ben, je me trompe-tu? C'est-tu une lanterne? Et non pas une lanterne? Non, mais il y a une petite lumière, ça c'est comme un. Ah. C'est un poisson qui a une lumière, c'est le poisson, Ouais, le c'est vrai juste poisson ça, attire les autres c'est- poissons avec ça. Puis après C'est ça, juste les femelles qui ont une lumière. Bref, on va terminer l'émission avant de parler de tomber dans les frères Kratt puis de parler des caractéristiques du poisson. Ben, Là, moi, il donne le point à Malika. c'est ça, fait que là, je vais briser l'égalité. Ouais, parce que maman dit des chauves-souris. Fait que là, moi, je vais donner le point à Nando parce que j'ai Hey, beaucoup aimé son dernier ouais, closing. c'est vrai, Je trouve qu'il c'est l'a vrai. bien finalisé pour faire comme c'est plus différent, c'est moins comme les poissons, on l'a déjà vu. Fait que voilà, on va y aller avec. Ouais, c'est vraiment 4 à 4. Les Match égalités. point! Fait que la prochaine question sera la dernière. Point de match. Match. Merde, c'est. J'aime pas ça. Mais j'aime ça. Ok. Oh, je voulais qu'on l'ait en tout ça. Ok. Est-ce que L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film de Noël ou d'Halloween? Oh! Dans Louis, clairement. De Noël. C'est qu'on avait que quand t'es prête. Je m'en rappelle plus tant du film. Ok.
D'après moi, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film d'Halloween parce que l'animation est complètement plus effrayante. On voit plus Jack qui donne des cadeaux complètement dégueulasses comme une chauve-souris dégueu, une souris dégueu. Ça fait plus Halloween que Noël que moi. Oui, il y a un petit bout où est-ce qu'on voit le village du Père Noël, mais c'est vraiment cool. L'animation est vraiment effrayante. Tim Burton, c'est effrayant. Son animation, fait que je trouve que ça serait... Dominique. Ah. Nando, quand t'as Ok, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est plus un film de Noël parce que c'est des personnages d'Halloween dans un film de Noël et non le contraire parce que les personnages d'Halloween essaient de s'adapter au monde de Noël et de rendre le Noël à eux autres. Fait que oui, ils donnent des cadeaux dégueulasses, mais c'est parce que c'est ça les cadeaux qu'il y a. C'est plus un film d'apprendre l'esprit de Noël et apprendre Noël dans une culture différente de l'Halloween. Fini. Il y avait qu'à réfléchir à Ouais. ta documentation. Moi, je trouve que c'est un film de Noël dans un film d'Halloween parce que l'étrange Noël de Mr. Jack, oui, ils apprennent le truc de Noël, mais c'est quand même plus effrayant que joyeux. Ah! Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a plein de chansons super heureuses dedans qu'on connaît bien et c'est vraiment apprendre Noël et être joyeux, tous les personnages du village. Ok. On va aller voir les deux. Ouais, juste une question, demande pourquoi tu n'as pas choisi Halloween? Tu n'étais pas obligé de Oui, il choisir était obligé. Ouais, Parce qu'il y avait deux j'ai choix. dit Halloween en premier. On peut pas avoir la même affaire les deux. Ouais, fallait qu'il argumente des choses différentes. Ah, désolé, t'as pas gagné à pile ou face. Ouais. C'est sûr Mais que c'est un film de Noël. Ah, mais c'est toute C'est question. ça, Les gens c'est ça s'entendent. la façon la plus facile, c'était l'Halloween. Ouais, mais en tout cas. Donc le point à mannequin. C'est ça. Ouais, moi aussi. T'es d'accord. Good job. Ben, good job. Mais tu l'as bien défendu, c'est ton Oui. dernier 10 secondes. Mais je savais pas quoi dire. T'aurais pu dire, il y a Noël dans le titre, c'est un film de Noël.